quand Alexandre Delcourt entra dans le hall blanc de la clinique Saint-Gabriel pour rendre visite à sa mère mourante. Il crut d'abord que son passé venait de prendre cher devant lui. Une femme trempée de sueur courait vers les urgences avec un petit garçon accroché à son dos. Et ce garçon avait exactement ses yeux, sa bouche, son visage d'enfant. Puis l'enfant tourna la tête vers lui, gémit faiblement, et Alexandre sentit son empire s'effondrer dans un silence que personne autour de lui ne pouvait entendre. Il resta figé près des portes automatiques, sa main serrée autour d'un bouquet de pivoine blanche. Autour de lui, les infirmières passaient vite, les familles chuchotaient, les roulettes des brancards couinaient sur le sol brillant. Mais lui ne voyait plus que cette femme. Camille. Son ancienne épouse. Celle qu'il avait quittée sans se retourner 5 ans plus tôt. Elle portait un jean usé, un chemisier clair froissé par la course. Et ses cheveux noirs étaient collés contre ses tempes. Son visage avait maigri, mais ses yeux gardaient cette lumière douce qu'il avait autrefois aimée. Puis méprisée, parce qu'elle lui rappelait trop ce qu'il avait perdu de lui-même. Sur son dos, le petit garçon respirait mal. Ses doigts minuscules agrippaient le col de Camille. Il avait les paupières lourdes, les joues brûlantes, et une mèche brune tombait sur son front comme celle d'Alexandre lorsqu'il était enfant. « Tenez bon, mon amour », murmura Camille d'une voix cassée. « On est arrivé, maman est là. » Le mot maman transperça Alexandre avec une violence étrange. Il fit un pas, puis s'arrêta. Son chauffeur, resté derrière lui avec un sac en cuir noir, attendait un ordre. Mais Alexandre n'en donna aucun. Il regarda Camille disparaître derrière la double porte des urgences, suivi par une infirmière qui appelait un médecin. Le bouquet glissa presque de ses doigts. Pendant quelques secondes, il oublia qu'il était Alexandre Delcourt, propriétaire d'hôtels de luxe, d'immeubles de verre et de restaurants où les gens payaient une fortune pour être vus. Il n'était plus qu'un homme devant une image impossible. Un enfant malade qui lui ressemblait. Une femme qui l'avait brisé. Et une question qui lui mordait le cœur. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit ? 5 ans plus tôt, Camille préparait encore son café chaque matin dans leur appartement de l'avenue Montaigne. Elle connaissait la quantité exacte de sucre qu'il aimait, la chemise qu'il choisissait avant une négociation importante, le silence dont il avait besoin lorsqu'il rentrait tard. Elle n'était pas pauvre à l'époque. Elle n'était pas faible non plus. Elle avait simplement cru à leur mariage avec une loyauté presque naïve. Elle travaillait dans une petite galerie d'art, rentrait avec des fleurs bon marché, cuisinait des plats simples, et l'attendait sans jamais poser trop de questions. Alexandre, lui, revenait souvent avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien. Ce parfum appartenait à Héloïse Marceau. Héloïse était jeune, brillante, dangereusement belle. Elle savait rire au bon moment, toucher le bras d'un homme devant les autres, laisser croire qu'elle admirait avant de posséder. Elle avait compris très vite que la jalousie était un poison efficace. Surtout lorsqu'on le versait goutte après goutte dans l'oreille d'un homme orgueilleux. Ta femme te regarde comme une mère regarde un fils fatigué, lui avait-elle soufflé un soir. Pas comme une femme regarde un homme puissant. Alexandre avait souri, mais la phrase était restée. Peu à peu, il avait commencé à voir Camille autrement. Ses gestes tendres lui semblaient étouffants. Ses questions devenaient des reproches. Son calme ressemblait à du jugement. Quand Camille l'attendait à table avec une soupe chaude, il y voyait une mise en scène domestique. Quand elle repassait sa veste avant un gala, il y voyait une manière de lui rappeler qu'elle existait encore. La vérité était plus simple et plus cruelle. Il ne supportait plus d'être aimé par quelqu'un qui connaissait sa fatigue, ses peurs et ses failles. Alors, un soir de pluie, il avait posé une enveloppe sur la table de la cuisine. Camille avait regardé les papiers sans comprendre. Son tablier portait une petite tache de sauce tomate. Une casserole frémissait derrière elle. Et la télévision murmurait dans le salon vide. Qu'est-ce que c'est ? Alexandre avait desserré sa cravate. Une séparation propre. Tu gardes l'appartement pendant quelques mois. Après, tu trouveras autre chose. Elle n'avait pas crié. C'était cela qui l'avait le plus agacé. Elle avait seulement posé sa main sur le dossier d'une chaise. Comme si ses jambes venaient de perdre leur force. Il y a quelqu'un ? Il avait répondu trop vite. Ce n'est pas le sujet. Mais Héloïse l'attendait déjà dans une chambre d'hôtel. Vêtue de soie noire, impatiente de gagner une place qui ne lui appartenait pas encore. Alexandre se souvenait du regard de Camille ce soir-là. Pas un regard de colère. Un regard d'humiliation muette. Comme si elle avalait une douleur si grande qu'elle n'avait plus de place pour les mots. Les mois suivants, il avait tout fait pour ne plus penser à elle. Il avait vendu l'appartement. Il avait changé de cercle. Il s'était affiché avec Héloïse dans les journaux économiques et les soirées caritatives. On disait qu'ils formaient un couple magnifique. Camille, elle, avait disparu. Personne ne lui demandait de ses nouvelles. Dans leur monde, les femmes quittées devenaient vite des ombres. On les plaignait quelques jours. Puis on les effaçait avec élégance. Alexandre avait cru que c'était fini. Jusqu'à cette matinée à la clinique. Monsieur Delcourt ?
La voix de la réceptionniste le ramena au présent. Elle le regardait avec respect, mais aussi avec une légère inquiétude. Tout le personnel savait qui il était. Sa famille finançait une aile entière de l'établissement. Votre mère vous attend au 4e étage. Il hocha la tête sans bouger. La femme qui vient d'entrer aux urgences, dit-il d'une voix basse, avec l'enfant. Quel est son nom? La réceptionniste hésita. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas communiquer ce genre d'informations. Il aurait pu insister. Il aurait pu appeler le directeur de la clinique. Faire ouvrir tous les dossiers. Utiliser l'argent comme une clé. Il l'avait fait tant de fois dans sa vie. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être la voix de Camille. Maman est là. Il monta au 4e étage comme un automate. Sa mère, Solange Delcourt, reposait dans une chambre privée donnant sur un jardin intérieur. Elle avait été une femme dure, élégante, toujours droite, même malade. Ce matin-là, son visage paraissait plus petit sur l'oreiller. Tu es en retard, murmura-t-elle. Alexandre posa les pivoines dans un vase. Il s'est passé quelque chose en bas. Solange le fixa longuement. Ses yeux gris n'avaient rien perdu de leur lucidité. Ton visage est celui d'un homme qui vient de rencontrer son jugement. Il détourna les yeux vers la fenêtre. J'ai vu Camille. Le silence changea de poids dans la pièce. Solange ferma les paupières une seconde. Comme si elle avait attendu cette phrase depuis longtemps. Elle était avec un enfant, ajouta Alexandre. Un petit garçon. Sa mère ne répondit pas. Il se retourna brusquement. Vous saviez? Solange posa sa main maigre sur le drap. Je savais qu'elle avait eu un enfant. Le cœur d'Alexandre cogna si fort qu'il sentit son souffle se briser. Et vous ne m'avez rien dit? Tu ne voulais plus entendre son nom. Ce garçon me ressemble. Solange tourna lentement la tête vers lui. Alors regarde bien ce que ton silence a fabriqué. Il recula comme si elle l'avait giflé. Depuis des années, il croyait avoir gagné. Il avait bâti des tours, acheté des terres, signé des contrats que les autres enviaient. Mais dans cette chambre d'hôpital, face à sa mère affaiblie, il découvrait une dette qu'aucune fortune ne pouvait payer. Pourquoi Camille ne m'a-t-elle pas prévenu? Solange eut un sourire triste. Tu lui avais laissé quoi? Alexandre? Une porte fermée, des papiers de divorce et une femme plus jeune au bras. Tu voulais qu'elle vienne supplier? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Dans le couloir, un chariot passa avec un bruit métallique. La vie continuait, indifférente à son vertige. Il pensa à Camille courant dans le hall avec l'enfant sur le dos. Pas de chauffeur, pas d'assistante, pas de main tendue. Juste elle. Son courage. Sa fatigue. Et ce petit garçon dont il ignorait même le prénom. Au même moment, son téléphone vibra. Le nom d'Héloïse apparut à l'écran. Il ne répondit pas. Un message s'afficha presque aussitôt. Tu es où? Le déjeuner avec les investisseurs commence bientôt. Ne me fais pas honte. Alexandre regarda ces mots. Puis l'écran noir refléta son visage pâle. Ne me fais pas honte. Il pensa à Camille dans leur ancienne cuisine. À sa main tremblante près de la chaise. À cette manière qu'elle avait eue de ne pas s'effondrer devant lui. Par fierté ou par amour. Une infirmière entra pour vérifier la perfusion de Solange. Alexandre profita de ce mouvement pour sortir dans le couloir. Il descendit par l'ascenseur, chaque étage lui semblant plus lourd que le précédent. Arrivé aux urgences, il vit Camille assise sur une chaise près d'une porte vitrée. Ses coudes reposaient sur ses genoux. Ses mains étaient jointes si fort que ses phalanges blanchissaient. Elle regardait le sol, immobile, comme une mère qui négocie en silence avec le destin. Alexandre s'approcha lentement. Elle sentit sa présence avant de lever les yeux. Pendant un instant, ils ne furent plus deux anciens époux. Ils furent deux survivants d'une maison brûlée, debout au milieu des cendres. Camille pâlit, mais ne recula pas. Que fais-tu ici? Sa voix était basse, presque sans émotion. Pourtant, il y entendit une fatigue immense. Ma mère est hospitalisée. Elle détourna le regard. Je suis désolée. Même maintenant, même après tout, elle trouvait encore la force d'être digne. Alexandre avala difficilement sa salive. L'enfant, comment s'appelle-t-il? Camille ferma les yeux une seconde. Gabriel. Ce prénom entra en lui comme une lumière douloureuse. Quel âge a-t-il? Elle le fixa alors, et son regard devint dur. Tu n'as pas le droit de poser cette question comme si tu arrivais simplement en retard à un dîner. Il baissa les yeux. Camille. Non, pas ici, pas pendant qu'il est derrière cette porte à se battre pour respirer. Sa voix ne tremblait pas. C'était cela qui le bouleversa le plus. Elle avait reconstruit en elle une force qu'il ne connaissait pas. Une force née des nuits sans sommeil. Des factures posées sur la table. Des fièvres d'enfants surveillés seuls. Des anniversaires sans père. Des matins où il fallait sourire malgré le cœur en morceaux. Il voulut dire qu'il ne savait pas. Que personne ne lui avait expliqué. Que s'il avait su, peut-être. Mais il comprit soudain la lâcheté de ses mots. Camille se leva. Elle semblait plus petite que lui. Mais sa présence remplissait tout l'espace.
Tu veux savoir la vérité? Tu l'auras un jour. Pas parce que tu es riche. Pas parce que tu portes ton nom comme un passeport. Tu l'auras si Gabriel en a besoin. Alexandre resta sans défense devant elle. Je peux aider. Un rire sans joie passa sur les lèvres de Camille. Tu veux aider maintenant? Elle regarda son costume parfaitement taillé. Sa montre brillante. Ses chaussures qui n'avaient jamais connu la pluie des arrêts de bus ni les sols froids des urgences de nuit. Pendant des années, j'ai appris à ne plus attendre ton aide. Alors ne viens pas me l'offrir comme une faveur. La porte vitrée s'ouvrit. Un médecin apparut. Masque abaissé. Expression sérieuse. Camille se tourna aussitôt vers lui. Alexandre vit son visage se vider de son sang avant même que le médecin ne parle. Madame Delcourt? Elle se raidit. Ce nom, son ancien nom, tomba entre eux comme une vérité que personne n'avait enterrée complètement. Votre fils est stabilisé, dit le médecin, mais nous devons faire des examens complémentaires. Son état demande une surveillance immédiate. Camille porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne pleura pas. Alexandre fit un pas. Faites tout ce qu'il faut. Tous les frais seront pris en charge. Camille se tourna vers lui. Blessé plus qu'apaisé. Gabriel n'est pas un problème que tu peux acheter. Le médecin les regarda tour à tour, comprenant qu'ils venaient d'entrer au milieu d'une histoire ancienne et dangereuse. Dans le couloir, le téléphone d'Alexandre vibra encore. Héloïse appelait, puis appelait de nouveau. Cette fois, Camille vit le nom sur l'écran. Un éclat passa dans ses yeux. Pas de jalousie, pas de rage. Seulement le souvenir froid d'une humiliation ancienne. Retourne à ta vie, Alexandre. Il regarda la porte derrière laquelle se trouvait l'enfant. Je ne peux pas. Camille resta immobile. Tu aurais dû dire ça il y a 5 ans. Elle entra derrière le médecin sans attendre sa réponse. La porte se referma doucement. Alexandre demeura seul dans le couloir des urgences, avec son téléphone qui vibrait dans sa main et le poids d'un prénom dans la poitrine. Gabriel. Derrière la vitre, il aperçut Camille penchée sur le lit d'examen. Elle caressait les cheveux du petit garçon avec une tendresse infinie. L'enfant ouvrit faiblement les yeux. Et dans ce bref mouvement, Alexandre vit son propre regard revenir vers lui depuis un monde où il n'avait jamais été invité. Pour la première fois de sa vie, le milliardaire le plus courtisé de Paris comprit qu'il pouvait tout posséder et n'avoir pourtant aucune place là où son cœur venait de se réveiller. Le couloir des urgences semblait plus étroit depuis que Camille avait refermé la porte derrière elle. Alexandre resta là, debout au milieu des passages pressés. Incapable de bouger, il avait signé des rachats d'hôtels en 1 minute. Licencié des directeurs sans trembler. Tenu tête à des banquiers qui valaient des fortunes. Mais une porte blanche venait de le vaincre. Son téléphone vibra encore. Héloïse. Il finit par décrocher, les yeux toujours fixés sur la vitre derrière laquelle Camille se penchait sur Gabriel. Alexandre, enfin, tu te rends compte que tout le monde t'attend? Sa voix était sèche, tendue, presque agressive. Il entendait derrière elle le murmure élégant d'un restaurant. Des vers composés, des rires maîtrisés. Le monde auquel il appartenait encore continuait de briller sans savoir qu'il venait de se fissurer. Je ne viendrai pas. Un silence tomba à l'autre bout du fil. Pardon? Je suis à la clinique. Ma mère est hospitalisée, et il y a autre chose. Ta mère est hospitalisée depuis des semaines. Alexandre, ce déjeuner était prévu depuis longtemps. Tu ne peux pas disparaître chaque fois que Madame Delcourt tousse. Il ferma les yeux. Cette phrase, autrefois, l'aurait peut-être fait sourire par cynisme. Aujourd'hui, elle lui parut obscène. Ne parle pas de ma mère comme ça. Héloïse soupira, mais il entendit surtout l'irritation d'une femme qui perdait le contrôle. Très bien, alors dis-moi ce qui est plus important que 3 investisseurs venus de Genève. Alexandre regarda Camille à travers la vitre. Elle tenait la main de Gabriel contre sa joue. Le petit garçon semblait minuscule sous les draps blancs. Camille est ici. Le silence changea. Ton ex-femme? Il ne répondit pas tout de suite. Elle a un fils. À l'autre bout du fil. Héloïse ne parla plus. Alexandre sentit aussitôt que quelque chose passait dans ce silence. Pas seulement de la surprise. Une tension plus ancienne, plus profonde. Et alors? Demanda-t-elle enfin. Il me ressemble. Cette fois, Héloïse rit doucement. Un rire bref, coupant, trop rapide. Tu es ridicule. Beaucoup d'enfants se ressemblent. Tu es bouleversé. Ta mère est malade. Tu vois des fantômes. Son prénom est Gabriel. Quel charmant prénom. Et tu vas faire quoi? Te jeter aux pieds de Camille parce qu'elle a réussi à apparaître au bon moment dans un hôpital fréquenté par ta famille? Il serra le téléphone plus fort. Tu crois qu'elle l'a fait exprès? Je crois que les femmes abandonnées finissent toujours par trouver une scène. Cette phrase lui donna froid. Il pensa à Camille courant seule, le dos courbé sous le poids de son enfant fiévreux. Il pensa à ses chaussures simples, à ses mains crispées, à son visage vidé par l'angoisse. Rien dans cette scène ne ressemblait à une mise en scène.
Je te rappelle plus tard, dit-il. Alexandre, si tu raccroches maintenant, ne compte pas sur moi pour réparer ton image devant ces gens. Il abaissa lentement le téléphone. Mon image peut attendre. Il coupa l'appel. Dans le reflet de la vitre, il vit son propre visage. Plus vieux soudain, derrière lui, un homme en costume, son chauffeur, attendait toujours près du mur avec une discrétion parfaite. Alexandre lui demanda de rentrer. Puis, pour la première fois depuis des années, il resta sans escorte, sans rendez-vous, sans protection. Un médecin sortit enfin de la salle. Camille le suivait. Elle avait les yeux rougis, mais sa bouche demeurait ferme. Nous allons le garder en observation, expliqua le médecin. Il faut comprendre l'origine de cette crise. La fièvre est descendue, mais sa respiration reste fragile. Camille hocha la tête. Je peux rester avec lui? Bien sûr. Alexandre s'approcha avec prudence. Camille, laisse-moi au moins appeler un spécialiste. Elle ne le regarda même pas. Les médecins sont là. Je connais quelqu'un à Necker. Un pneumologue très réputé. Il peut venir. Elle tourna vers lui un visage fermé. Tu n'écoutes toujours pas, tu entends seulement ce qui te donne l'impression d'agir. Il encaissa la phrase sans répondre. Je veux juste qu'il aille bien. Camille eut un sourire douloureux. Pendant 4 ans, il est allé bien sans toi. Quand il faisait ses dents. Quand il tombait au parc. Quand il demandait pourquoi les autres enfants avaient un papa à la sortie de l'école. Il allait bien sans toi. Alors ne viens pas mettre ton inquiétude sur mes épaules comme une dette de plus. Alexandre sentit ces mots lui traverser la poitrine. Il aurait voulu se défendre. Mais chaque défense ressemblait à une insulte. Il m'a demandé? Camille baissa les yeux. Ce silence fut plus cruel qu'une réponse. Il a demandé un père. Murmura-t-elle. Pas toi, il ne sait pas qui tu es. Alexandre regarda la porte entr'ouverte. Gabriel dormait, une peluche de lapin contre lui. Ses cils sombres reposaient sur ses joues rondes. Une perfusion était fixée à sa petite main. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Camille leva enfin les yeux. Parce que le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais assise sur le carrelage de la salle de bain d'un studio prêté par une amie. J'avais encore ton avocat au téléphone la veille, qui me rappelait de ne pas contester la vente de l'appartement. Et dans les journaux, je voyais ta main posée sur la taille d'Héloïse. Elle parlait bas, sans éclat, comme on récite une douleur longtemps rangée. Je n'avais pas envie que mon enfant commence sa vie comme une erreur dans ton calendrier. Alexandre recula d'un demi-pas. Je ne l'aurais jamais traité comme ça. Tu m'as traité comme ça. Moi. Il ne put rien dire. Une infirmière appela Camille pour remplir des papiers. Elle s'éloigna vers l'accueil, laissant Alexandre devant la chambre. Il n'entra pas, il resta au seuil, les mains vides, observant ce petit garçon qu'il venait à peine de découvrir et qu'il avait déjà peur de perdre. Gabriel remua doucement. Ses paupières s'ouvrirent. Son regard trouble chercha sa mère. Puis s'arrêta sur Alexandre. Le choc fut silencieux. Alexandre avait vu ce regard dans de vieilles photographies d'enfance que Solange conservait dans une boîte bleue. Le même brin profond, la même façon de froncer légèrement les sourcils avant de comprendre. Maman, souffla l'enfant. Alexandre s'agenouilla près de la porte, sans entrer davantage. Elle revient tout de suite. Gabriel le fixa avec méfiance. Vous êtes docteur? Non. Alors pourquoi vous regardez? La question était simple. Elle le désarma plus que toutes les accusations de Camille. Parce que je voulais savoir si tu allais mieux. Le petit garçon serra sa peluche contre lui. Je connais pas votre voix. Alexandre sentit sa gorge se nouer. Non, tu ne la connais pas. Gabriel cligna des yeux, déjà fatigué. Ma maman dit qu'il faut pas parler aux inconnus. Elle a raison. L'enfant sembla réfléchir, puis murmura avec une gravité d'adulte minuscule. Alors vous devriez partir. Alexandre baissa la tête. Il ne se sentit pas humilié. Il se sentit justement puni. Quand Camille revint, elle trouva Alexandre toujours agenouillé dans le couloir. Elle s'arrêta net. Pendant une seconde, son visage changea. Une émotion passa, fragile, presque ancienne, puis disparut aussitôt. Qu'est-ce que tu fais? Il se releva lentement. Il m'a demandé de partir. Camille regarda Gabriel, qui avait refermé les yeux. C'est un enfant prudent. Tu l'as bien élevé. Elle détourna le visage, mais cette fois elle ne répondit pas avec dureté. La fatigue avait creusé ses traits. Alexandre remarqua alors les détails qu'il n'avait pas vus d'abord. Les coutures fatiguées de son sac. Les cernes sous ses yeux. Une petite brûlure sur son poignet. Peut-être faite en cuisinant trop vite entre 2 obligations. Il se souvenait d'une Camille qui achetait des pivoines le vendredi. Qui chantonnait en rangeant les verres. Qui lui envoyait des messages pour lui rappeler de déjeuner. Cette femme-là n'avait pas disparu. Elle avait seulement appris à vivre sans demander à être protégée. Où habites-tu maintenant? Demanda-t-il. Son regard se durcit aussitôt. Pourquoi? Pour savoir.
Tu n'as plus le droit de savoir tout ce que tu as choisi d'ignorer. Elle entra dans la chambre et s'assit près de Gabriel. Alexandre comprit qu'elle ne lui laisserait aucune place. Pas par vengeance bruyante, par instinct de survie. Et cette vengeance silencieuse était plus terrible que toutes les scènes qu'il avait imaginées. Camille ne criait pas, elle ne suppliait pas, elle ne cherchait pas à lui faire mal. Elle vivait sans lui. C'était cela qui l'écrasait. Plus tard, il remonta voir sa mère. Solange semblait dormir, mais elle ouvrit les yeux dès qu'il entra. Tu l'as vue ? Oui. Et ? Alexandre s'assit près du lit. Elle me déteste. Solange eut un souffle presque amusé. Non, si elle te détestait, ce serait plus facile pour elle. Il passa une main sur son visage. Elle a élevé mon fils seul. Elle a élevé son fils seul, corrigea Solange. Il releva la tête. Vous prenez son parti. Je prends le parti de l'enfant. La vieille femme tourna les yeux vers la fenêtre. Dans le jardin intérieur, un rosier blanc tremblait sous la pluie fine. J'ai reçu une lettre de Camille il y a des années. Pas pour toi, pour moi. Elle m'annonçait la naissance. Elle disait qu'elle ne demandait rien. Elle voulait seulement que je sache que ton sang continuait quelque part. Alexandre se leva brusquement. Vous auriez dû me la montrer. Je l'ai fait. Il se figea. Solange tourna vers lui un regard épuisé. Je l'ai posée sur ton bureau. Le jour où tu préparais ton départ pour Dubaï avec Héloïse. Tu l'as vue, Alexandre. Tu l'as prise, et tu l'as jetée dans la corbeille sans l'ouvrir parce que l'enveloppe portait le nom de Camille. Le souvenir revint par morceaux. Un matin pressé, une enveloppe crème, l'écriture fine de Camille, Héloïse debout près de la fenêtre. Parfumée, impatiente, lui, agacé par ce nom qui revenait troubler sa nouvelle vie. Il avait jeté la lettre. Sans l'ouvrir. Le sol sembla s'incliner sous ses pieds. Non, murmura-t-il. Si. Solange ferma les yeux. Tu n'as pas été privé de la vérité. Tu l'as refusé. Alexandre recula jusqu'au mur. Tout son corps semblait vidé. Pendant des années, il avait cru que Camille avait disparu par orgueil. Qu'elle avait coupé les liens. Qu'elle avait choisi le silence. Mais le premier silence avait été le sien. En bas, Gabriel dormait derrière une porte blanche. Camille veillait, et lui découvrait qu'il n'était pas une victime du hasard, mais l'auteur de l'absence qui le condamnait. Son téléphone vibra encore. Cette fois, un message d'Héloïse apparut. Si tu cours après cette femme, ne reviens pas. Alexandre regarda longtemps l'écran, puis il pensa à Gabriel, à sa petite voix prudente, à cette phrase qui avait eu la pureté d'un verdict. Vous devriez partir. Il éteignit son téléphone et le posa dans la poche de sa veste. Je ne sais pas comment réparer, dit-il. Solange rouvrit les yeux. Alors commence par ne plus détruire. Alexandre resta longtemps dans la chambre de sa mère, assis sans parler, le regard fixé sur ses mains. Ses mains avaient signé des contrats, fermé des portes, distribué des ordres, repoussé des appels. Elles avaient aussi jeté une lettre sans l'ouvrir. Et ce geste minuscule avait volé à un enfant des années entières. Solange s'était rendormie, épuisée par l'effort de la vérité. Sa respiration était lente, fragile, comme si chaque souffle lui demandait une négociation avec la douleur. Alexandre se leva sans bruit et descendit vers les urgences, avec la sensation de traverser un bâtiment qui connaissait désormais tous ses mensonges. Au distributeur du rez-de-chaussée, il prit un café noir, puis le jeta après une gorgée. Son estomac refusait tout. En passant devant la cafétéria, il vit une soupe de légumes dans un bol en carton, tiède et simple, avec une tranche de pain enveloppée dans une serviette. Il pensa à Camille, autrefois, debout dans leur cuisine. Elle disait toujours qu'un corps fatigué avait besoin de chaud avant d'avoir besoin de courage. Il acheta la soupe, le pain, une bouteille d'eau, puis revint vers la chambre de Gabriel. Camille était assise dans le fauteuil, le dos raide, les yeux ouverts malgré la fatigue. Gabriel dormait profondément, une petite machine surveillant son souffle avec des lumières régulières. Alexandre resta sur le seuil. Je t'ai apporté quelque chose. Camille tourna lentement la tête. Son regard descendit vers le bol, puis remonta vers lui. Je n'ai pas faim. Je sais. Alors pourquoi tu insistes ? Il baissa les yeux vers la soupe. Parce qu'avant, quand je rentrais trop tard, tu faisais semblant de ne pas être blessé et tu me laissais quand même une assiette au chaud. Camille ne répondit pas. Pendant un instant, une fissure passa dans son visage. Pas assez pour devenir une larme, mais assez pour lui rappeler qu'elle avait été cette femme-là. Avant, dit-elle enfin, j'étais quelqu'un qui croyait encore que l'amour pouvait sauver la dignité. Alexandre posa le bol sur une petite table près de la porte. Je ne veux pas te déranger. Tu me déranges depuis 5 ans. La phrase tomba sans violence. Elle était presque calme. C'était le calme des blessures anciennes. Celles qui ne saignent plus mais font mal quand le temps change. Alexandre hocha la tête. Je vais rester dans le couloir. Pourquoi ? Il regarda Gabriel.
Parce que partir serait trop facile. Camille se leva doucement. Pour ne pas réveiller l'enfant, elle s'approcha de la porte et la referma à moitié derrière elle. Dans le couloir, la lumière blanche creusait ses traits. Ne confonds pas présence et réparation. Alexandre. Je ne confonds plus rien. Justement. Elle croisa les bras, comme si elle avait froid. Tu arrives avec ton costume, ton argent, tes médecins, tes regrets. Tu crois que ça suffit à ouvrir une place. Mais une place auprès d'un enfant ne s'achète pas dans l'urgence. Je le sais. Non, tu la prends. Il accepta la correction en silence. Au fond du couloir, une infirmière passa avec des dossiers contre la poitrine. Une femme pleurait doucement près d'un distributeur. Son mari lui tenait l'épaule. La clinique, malgré son marbre et ses salons privés, restait un endroit où l'argent perdait parfois sa voix. Solange m'a parlé de la lettre, dit Alexandre. Camille se figea. Quelle lettre? Celle que tu as envoyée après la naissance de Gabriel. Le visage de Camille se vida. Ses lèvres tremblèrent légèrement, puis elle détourna la tête. Elle te l'a donnée? Oui. Et tu l'as lu? Il sentit la honte lui brûler la gorge. Non. Camille ferma les yeux. Cette fois, la douleur fut visible. Elle posa une main contre le mur, comme si le passé venait de revenir trop vite. Bien sûr. Camille. Non, ne dis rien. Elle inspira lentement. J'avais mis 3 jours à l'écrire. Je recommençais chaque phrase. Je ne voulais pas supplier. Je ne voulais pas t'accuser. Je voulais seulement que tu saches que Gabriel existait. Alexandre sentit ses yeux le piquer. Je l'ai jeté. Camille rouvrit les yeux. Elle ne semblait même pas surprise. C'était peut-être cela le pire. Héloïse était là, n'est-ce pas? Il resta muet. Un sourire sans joie passa sur le visage de Camille. Elle ne supportait même pas mon écriture sur une enveloppe. Alexandre releva la tête. Tu savais? Je savais beaucoup de choses. Je savais quand elle t'appelait pendant le dîner. Je savais quand tu mentais en disant que c'était un associé. Je savais aussi que tu aimais l'effet qu'elle avait sur toi. Il voulut répondre, mais elle continua. Avec elle, tu te sentais admiré. Avec moi, tu te sentais connu, et tu as préféré être admiré. Ces mots le frappèrent avec une précision terrible. Il pensa à Héloïse dans les salons, à ses robes éclatantes, à sa main possessive sur son bras. Il pensa à sa jalousie déguisée en passion, à ses questions faussement légères, à sa manière de salir Camille sans jamais paraître cruelle. Elle me disait que tu me retenais en arrière, murmura-t-il. Camille le regarda enfin avec une tristesse froide. Et tu avais envie de la croire. Un bruit faible vint de la chambre. Camille se retourna aussitôt. Gabriel bougeait dans son lit, le front plissé. Elle entra rapidement, posa sa main sur sa joue, ajusta la couverture. Alexandre resta dehors. Il observait cette tendresse avec une sensation d'exil. Camille connaissait chaque mouvement de l'enfant. Elle savait quand lui donner de l'eau, quand le rassurer, quand ne pas parler. Lui ne savait rien, pas même la berceuse qui l'apaisait. Un médecin arriva quelques minutes plus tard. C'était un homme aux cheveux gris, au visage grave mais doux. Il invita Camille à sortir un instant pour discuter. Alexandre se redressa. Le médecin regarda Camille, puis Alexandre, avec prudence. Nous avons stabilisé la crise. Mais certains résultats demandent attention. Gabriel a une fragilité respiratoire importante. Il faudra connaître les antécédents familiaux des deux côtés. Camille serra les doigts autour de son sac. Du côté maternel, il n'y a rien de particulier. Le médecin nota quelque chose. Et du côté paternel? Le silence fut si lourd qu'Alexandre entendit le bourdonnement des néons. Camille ne le regarda pas. Je ne sais pas. Alexandre fit un pas. J'ai eu des crises respiratoires enfant. Plusieurs. Ma mère conservait toujours un inhalateur dans son sac. Camille tourna la tête vers lui, stupéfaite malgré elle. Le médecin leva les yeux. Vous êtes le père? Le mot traversa le couloir comme une porte qui s'ouvrait trop brutalement. Alexandre resta immobile. Camille aussi. Biologiquement, dit-il enfin, je pense que oui. Camille baissa le regard vers le sol. Nous n'avons pas fait de test. Il n'en faut pas pour commencer à parler des antécédents, répondit le médecin avec calme. Ce qui compte maintenant, c'est l'enfant. Cette phrase força Alexandre à respirer autrement. Ce qui compte maintenant, c'est l'enfant, pas son orgueil, pas son choc, pas son désir soudain d'être pardonné. Le médecin posa quelques questions précises. Alexandre répondit du mieux qu'il put. Il parla de ses crises d'enfance, des nuits où Solange dormait assise près de lui, des séjours en altitude que son père imposait pour fortifier ses poumons. Camille écoutait sans l'interrompre, mais ses yeux trahissaient une colère nouvelle. Quand le médecin s'éloigna, elle se tourna vers Alexandre. Tu comprends ce que ton absence a coûté? Même dans son corps, il y avait des choses que j'aurais dû savoir. Il ferma les yeux. Oui. Non, tu ne comprends pas encore. Tu viens seulement de trouver une raison utile à ta présence. Moi, j'ai porté toutes les raisons inutiles pendant des années.
Elle rentra dans la chambre. Alexandre resta seul avec cette phrase. En fin d'après-midi, la pluie se mit à tomber plus fort contre les vitres de la clinique. Les couloirs prirent une couleur bleutée. Camille accepta enfin de manger quelques cuillères de soupe. Non parce qu'Alexandre l'avait apportée, mais parce que Gabrielle, réveillée, lui demanda avec sérieux si les mamans pouvaient tomber malades quand elles oubliaient de dîner. Alexandre entendit leur voix depuis le couloir. Tu dois manger, maman. Je vais manger, mon cœur. Promis? Promis. Les promesses, ça se garde. Camille ne répondit pas tout de suite. Oui, Gabrielle, ça se garde. Alexandre baissa la tête. Il savait que cette phrase ne lui était pas destinée, mais elle l'atteignit quand même. Vers le soir, Héloïse apparut au bout du couloir. Elle portait un manteau blanc impeccable, des talons fins, et ce parfum qu'Alexandre connaissait trop bien. Sa présence sembla déplacée dans cet endroit rempli de peur, comme une flamme froide dans une chambre d'enfant malade. Elle marcha vers lui avec un sourire tendu. Alors c'est ici que tu te caches. Alexandre se leva. Pas ici, Héloïse. Au contraire, je crois que c'est exactement ici. Son regard glissa vers la chambre de Gabrielle. Camille était debout près du lit, en train de ranger un vêtement dans son sac. Elle vit Héloïse et ne bougea pas. Héloïse s'approcha de la porte, la tête légèrement inclinée. Camille, quelle surprise bouleversante. Camille resta droite. Héloïse. La politesse de son ton n'était plus coupante qu'une insulte. Héloïse regarda l'enfant, puis Alexandre. Il paraît que cet enfant ressemble beaucoup à son père. Quelle coïncidence pratique. Alexandre sentit quelque chose se tendre en lui. Arrête. Héloïse sourit. Pourquoi? Personne n'a le droit de poser la question? Elle disparaît pendant des années. Puis elle surgit dans la clinique de ta famille avec un petit garçon malade. Et tout le monde doit pleurer devant la beauté du destin? Camille ne répondit pas. Elle posa seulement la peluche de Gabrielle sur l'oreiller, avec une lenteur presque cérémonielle. Son silence fit monter la rage d'Héloïse. Tu as toujours été forte pour ça. Continua-t-elle. Te taire pour que les autres aient l'air cruels. Camille leva enfin les yeux. Je n'ai jamais eu besoin de parler pour que tu le sois. Le visage d'Héloïse se durcit. Alexandre fit un pas entre elles. Ça suffit. Héloïse le fixa, incrédule. Tu me défends contre elle maintenant? Je défends un enfant malade contre ta jalousie. Elle recula comme si le mot l'avait giflé. Ma jalousie, c'est elle qui revient détruire notre vie. Alexandre la regarda longtemps. Il vit soudain ce qu'il avait refusé de voir pendant des années. La beauté d'Héloïse avait toujours eu des bords tranchants. Son amour demandait des témoins, des victoires, des ennemis à humilier. Elle ne voulait pas être aimée. Elle voulait gagner. Notre vie, dit-il doucement, a commencé sur les ruines de la sienne. Héloïse pâlit. Tu deviens pathétique. Peut-être. Tu vas tout perdre pour une femme qui t'a caché ton fils. Camille ferma les yeux, mais ne parla pas. Alexandre se tourna vers elle, puis vers Héloïse. Non, j'ai perdu mon fils le jour où j'ai jeté sa lettre. Le silence fut total. Héloïse comprit qu'elle venait de perdre une partie de son pouvoir. Alors son visage changea, sa colère devint froide, calculée. Très bien, mais ne crois pas que je vais disparaître proprement comme elle. Camille ouvrit les yeux. Alexandre répondit sans hausser la voix. Je ne te demande pas d'être propre. Je te demande de partir. Héloïse eut un rire tremblant. Tu regretteras ce couloir. Je regrette déjà assez de choses. Elle le fixa une dernière fois, puis tourna les talons. Le bruit de ses pas s'éloigna comme une menace élégante. Alexandre ne la suivit pas. Dans la chambre, Gabrielle remua et appela sa mère. Camille s'assit aussitôt près de lui. Alexandre resta à distance, sans chercher à entrer. Après un long moment, Camille parla sans le regarder. Tu as choisi de lui répondre devant moi. Pas pour moi, j'espère. Non. Alors pourquoi? Il regarda Gabrielle dormir. Parce qu'il m'entendra peut-être un jour. Et je ne veux pas que la première chose vraie que je fasse pour lui soit encore lâche. Camille resta silencieuse. La nuit descendit sur la clinique. Les lumières devinrent plus douces. Alexandre s'assit dans le couloir, le dos contre le mur. Sans téléphone, sans manteau, sans pouvoir. De l'autre côté de la vitre, Camille veillait sur Gabrielle. Pour la première fois, elle ne ferma pas complètement le rideau. Au petit matin, Alexandre avait le dos douloureux et les yeux brûlants. Il n'avait presque pas dormi. Assis sur une chaise trop dure, le manteau posé sur ses genoux. Dans la chambre, Camille somnolait enfin, la main encore glissée entre les barreaux du lit de Gabrielle. Le petit garçon dormait mieux. Sa respiration restait fragile, mais elle ne sifflait plus comme la veille. Chaque souffle semblait rendre un peu de vie à la pièce. Alexandre n'osa pas entrer. Il se contenta de regarder depuis le couloir, comme un homme devant une maison dont il avait perdu la clé. Une infirmière passa près de lui avec un sourire fatigué. Vous êtes resté toute la nuit?
Il hésita. Oui. La maman aussi, elle ne lâche jamais. Il regarda Camille. Ses cheveux étaient mal attachés. Son visage pâle reposait contre le dossier du fauteuil. Même épuisée, elle gardait cette façon de protéger l'espace autour de son fils. Comme si son corps était devenu un rempart. Je sais, murmura Alexandre. Vers 7 heures, Gabriel ouvrit les yeux. Il regarda d'abord sa mère. Puis la porte. Alexandre baissa aussitôt le regard. Gêné d'être surpris. Maman, l'inconnu est encore là. Camille se réveilla en sursaut. Elle suivit le regard de son fils et vit Alexandre dans le couloir. Pendant une seconde, elle sembla hésiter entre la colère et la fatigue. Oui, mon cœur, il est encore là. Gabriel fronça les sourcils. Il n'a pas de maison ? La question traversa Alexandre avec une douceur cruelle. Camille posa une main sur le front de son fils. Si, il a une très grande maison. Alors pourquoi il dort sur une chaise ? Camille ne répondit pas tout de suite. Alexandre fit un pas prudent, mais resta dehors. Parce que parfois, dit-il doucement, les grandes maisons sont vides quand on a fait trop d'erreurs. Gabriel le regarda sans comprendre complètement. Puis il tourna la tête vers sa mère. Il parle triste. Camille ferma les yeux, comme si cette phrase venait toucher une partie d'elle qu'elle avait juré de garder fermée. Le médecin revint plus tard avec des résultats plus rassurants. Gabriel devait encore rester sous surveillance. Mais le danger immédiat semblait s'éloigner. Camille écoutait chaque mot avec une attention intense. Hochant la tête, posant des questions précises, notant mentalement les médicaments, les horaires, les signes à surveiller. Alexandre écoutait aussi, mais il ne parlait pas. Il comprenait enfin que son rôle, s'il devait en avoir un, commencerait peut-être par le silence. Pas le silence lâche d'autrefois. Un silence humble, celui d'un homme qui apprend. Quand le médecin sortit, Camille resta immobile au milieu de la chambre. Il faudra qu'il se repose beaucoup, dit-elle, plus pour elle-même que pour Alexandre. Pas de froid, pas de fatigue, pas de stress. Je peux faire livrer ce dont vous avez besoin. Elle se tourna vers lui. Nous avons besoin de paix. Il reçut la phrase sans discuter. Alors je peux commencer par ne pas vous envahir. Camille le regarda longuement. Elle semblait chercher le piège. L'ancien réflexe d'orgueil. La phrase qui viendrait reprendre ce qu'il offrait. Elle ne trouva rien. C'est déjà quelque chose. Ces mots auraient paru pauvres à n'importe qui. Pour Alexandre, ils eurent la valeur d'une porte entr'ouverte. Dans la journée, Solange demanda à voir Camille. Alexandre descendit lui transmettre la demande avec prudence. Camille était en train de boutonner le gilet de Gabriel. Assise sur le bord du lit. Ta mère veut me voir ? Oui. Pourquoi ? Elle ne me l'a pas dit. Camille baissa les yeux vers son fils. Gabriel ne peut pas monter. Elle le sait, elle demande seulement quelques minutes avec toi. Camille resta silencieuse, puis elle se leva, lissa son chemisier froissé et regarda Gabriel avec tendresse. Je reviens vite, mon cœur, tu restes avec l'infirmière. L'enfant attrapa sa manche. Tu vas où ? Voir une dame qui a connu maman avant toi. Gabriel regarda Alexandre. Lui, il vient ? Camille hésita. Il va rester ici, dehors. Alexandre comprit la confiance minuscule qu'elle venait de lui confier. Il hocha la tête, presque incapable de parler. Camille monta au 4e étage. La chambre de Solange sentait les fleurs blanches et les médicaments. La vieille femme était très pâle. Mais ses yeux s'éclairèrent en voyant entrer son ancienne belle-fille. Camille. Madame Delcourt. Ne m'appelle pas comme ça. Pas aujourd'hui. Camille s'approcha du lit. Elle avait autrefois craint cette femme élégante. Ses silences sévères, sa manière de tout voir. Aujourd'hui, elle ne craignait plus grand-chose. La maternité l'avait dépouillée de ses illusions, mais lui avait donné une force que personne ne pouvait lui reprendre. Solange tendit une main maigre. Je t'ai demandé pardon 1000 fois dans ma tête. Camille ne prit pas tout de suite cette main. Les pardons pensés ne réchauffent pas les nuits difficiles. Solange ferma les yeux. Je sais. La phrase tomba simplement, sans défense, sans détour. Camille sentit sa colère se heurter à cette faiblesse. Elle aurait voulu rester dure. Mais le visage de Solange n'était plus celui d'une grande dame puissante. C'était celui d'une mère qui avait trop attendu pour réparer. J'aurais dû insister, murmura Solange. J'aurais dû forcer Alexandre à lire ta lettre. J'ai cru respecter ton choix. Mais parfois, respecter le silence d'un homme lâche, c'est abandonner une femme courageuse. Camille baissa la tête. Ses doigts se crispèrent sur la lanière de son sac. Je ne voulais pas de guerre. Tu as choisi la dignité. C'est plus difficile. Un long silence passa entre elles. Gabriel vous ressemble un peu, dit Camille enfin, pas seulement Alexandre. Quand il observe les gens sans parler, il a votre regard. Les yeux de Solange se remplirent de larmes. J'aimerais le voir. Camille respira profondément. Quand il ira mieux. Solange hocha la tête, reconnaissante. Dis-lui seulement qu'une vieille dame a pensé à lui avant même de connaître son rire.
Camille prit enfin sa main. Ce geste ne pardonnait pas tout. Il ne réparait pas les années. Mais il empêchait la douleur de devenir un héritage de plus. En redescendant, Camille trouva Alexandre devant la chambre de Gabriel. Il n'était pas entré. Il n'avait pas cherché à parler à l'enfant seul. Il était resté là, comme elle l'avait demandé. Ce détail la troubla davantage qu'un grand discours. Il a dormi, dit-il. L'infirmière est passée. Il a demandé de l'eau. Je n'ai pas bougé. Elle le regarda. Tu veux une médaille? Non. Il accepta son ironie avec une douceur nouvelle. Je voulais seulement que tu saches. Camille entra auprès de Gabriel. Alexandre resta dans le couloir. Quelques minutes plus tard, il entendit la voix de l'enfant. Maman, l'inconnu a gardé la porte. Oui. C'est un gardien? Camille regarda la vitre. Alexandre ne voyait pas son visage entièrement. Seulement son profil fatigué. Pas encore. Ces deux mots restèrent en lui toute la journée. Le soir, Héloïse envoya un dernier message. Pas d'appel, pas de scène, seulement quelques lignes froides, pleines de mépris, où elle annonçait qu'elle partait et qu'elle garderait la meilleure version de leur histoire pour les gens importants. Alexandre lut le message une seule fois. Puis il l'effaça. Il ne ressentit pas de victoire. Il ne ressentit même pas de soulagement. Il comprit seulement que certaines passions ne brûlent fort que parce qu'elles détruisent tout autour d'elles. Plus tard, Camille sortit prendre l'air dans le petit jardin intérieur de la clinique. Alexandre la suivit à distance. Puis s'arrêta près d'un banc. La pluie avait cessé. Les feuilles luisaient sous les lampes basses. Je ne vais pas te demander pardon tous les jours, dit-il. Camille croisa les bras. C'est pourtant tentant pour toi. Ça donne l'impression d'avancer. Il baissa la tête. Oui, alors je vais faire autre chose. Quoi? Me tenir disponible, respecter tes limites, apprendre ce que Gabriel aime. Ne pas exiger qu'il m'appelle papa. Ne pas me servir de l'argent pour aller plus vite que sa confiance. Camille le regarda sans ciller. Et si sa confiance ne vient jamais? La question lui fit mal. Mais il ne l'évita pas. Alors je resterai quelqu'un qui lui aura fait le moins de mal possible à partir d'aujourd'hui. Le visage de Camille changea. Ce n'était pas de l'amour retrouvé. Pas encore, peut-être jamais. C'était une fatigue qui acceptait enfin de poser une pierre au sol au lieu de la porter seule. Il aime les dinosaures, dit-elle. Alexandre releva les yeux. Gabriel? Oui, les dinosaures, les crêpes sans confiture, les chaussettes avec des rayures. Et les histoires où les monstres deviennent gentils seulement après avoir réparé ce qu'ils ont cassé. Un souffle tremblant sortit de la poitrine d'Alexandre. Je peux commencer par les dinosaures. Commence par être à l'heure quand il aura besoin de toi. Il hocha la tête. Les jours suivants n'eurent rien d'un miracle. Gabriel sortit de la clinique avec un traitement, des rendez-vous médicaux et une fatigue qui rendait ses pas plus lents. Alexandre ne les raccompagna pas chez eux. Camille ne l'autorisa pas encore. Mais elle accepta qu'il porte le sac jusqu'au taxi. Gabriel, assis contre sa mère, le regarda par la vitre entr'ouverte. Vous êtes encore triste? Alexandre se pencha légèrement. Un peu moins. Parce que je vais mieux? Il sentit ses yeux chauffer. Oui, parce que tu vas mieux. Gabriel réfléchit, puis serra son lapin contre lui. Alors vous pouvez venir au parc un jour. Mais pas longtemps. Camille tourna vers son fils un regard surpris. Alexandre ne bougea plus. Seulement si ta maman est d'accord. Gabriel regarda Camille. Maman? Elle resta silencieuse un instant. Toute leur histoire semblait tenir dans ce silence. La cuisine de l'avenue Montaigne. L'enveloppe jetée, les nuits de fièvre, les larmes retenues, le couloir blanc, la soupe tiède, la porte gardée. Pas longtemps, dit-elle enfin. Le taxi démarra doucement. Alexandre resta sur le trottoir de la clinique. Les mains vides, mais le cœur traversé par une douleur presque vivante. Il venait de perdre l'illusion de pouvoir reprendre le passé. Mais pour la première fois, il avait reçu quelque chose de plus difficile qu'un pardon. Une chance minuscule. Quelques semaines plus tard, dans un parc encore humide de pluie, Camille s'assit sur un banc avec un thermos de thé. Gabriel avançait prudemment sur l'allée, tenant un petit dinosaure vert dans une main. Alexandre marchait à côté de lui, sans le toucher, réglant son pas sur celui de l'enfant. « Tu connais celui-là » demanda Gabriel. « Pas encore. C'est un tricératops. Il a des cornes, mais il n'est pas méchant. » Alexandre sourit doucement. Alors il a l'air plus sage que beaucoup de gens. Gabriel le regarda avec sérieux. Les gens peuvent devenir sages? Alexandre tourna les yeux vers Camille. Elle ne souriait pas, mais elle ne détournait plus le regard. Oui, répondit-il, mais seulement quand ils arrêtent de croire qu'ils ont toujours raison. Gabriel sembla satisfait. Il continua de marcher, son petit dinosaure levé vers le ciel gris. Sur le banc, Camille sentit le vent passer dans ses cheveux. Elle ne savait pas ce que l'avenir deviendrait. Elle ne savait pas si son cœur pouvait aimer de nouveau l'homme qui l'avait abandonné. Ni même s'il le méritait.
Mais elle savait une chose. Elle n'était plus la femme qui attendait devant une assiette froide. Elle était celle qui avait porté son enfant jusqu'aux urgences. Celle qui avait survécu, travaillé, pleuré sans témoin, puis reconstruit une vie avec ses propres mains. Sa vengeance n'avait pas été de faire tomber Alexandre. Sa vengeance avait été de devenir indispensable à elle-même. Alexandre, au loin, s'accroupit pour ramasser le dinosaure tombé dans l'herbe. Gabriel rit faiblement. Ce rire traversa le parc comme une lumière prudente. Camille ferma les yeux une seconde. Ce n'était pas un retour en arrière. C'était un commencement fragile, posé sur les ruines, là où les blessures ne disparaissent pas, mais cessent enfin de commander toute la vie.